Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il était enfin temps. Aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction aux bases de Docker et à son utilisation basique pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Docker ou seulement de nom et qui souhaitaient un petit peu commencer à l'utiliser. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre quelques principes fondamentaux pour commencer à utiliser quelques containers simples. Elle ne contiendra donc pas de notions avancées particulières, juste des notions de base qui m'ont permis à moi de démarrer mes premiers containers sous Linux et de comprendre un petit peu son fonctionnement. De même, je ferai évidemment peut-être usage d'abus de langage, de raccourcis ou de généralités dans le but de simplifier un petit peu le discours. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à demander plus d'informations ou de précisions en commentaire ou à rejoindre le serveur Discord que vous trouverez en description afin de venir nous y poser vos questions. Une petite chose importante à savoir avec Docker si vous allez commencer, c'est qu'il y a des petites subtilités dans le fonctionnement entre Docker sous Linux et Docker sous Windows. Donc dans cette vidéo, on va se baser sur Docker en version Linux évidemment car c'est là que c'est le plus récurrent de la trouver. Donc si vous souhaitez démarrer avec Docker, je vous invite à vous créer une machine virtuelle sous Debian et à y installer Docker comme nous allons le faire dans cette vidéo. Donc à nouveau, cette vidéo elle s'adresse pas aux personnes qui sont familières avec Docker qui risquent de s'ennuyer, mais de donner quelques informations et clés de compréhension aux débutants que vous êtes peut-être. Donc tout d'abord, qu'est-ce que Docker? Docker, c'est une solution logicielle de containerisation. On appelle d'ailleurs les applications Docker des containers. Ils permettent, une fois que Docker est en place, de pouvoir démarrer très rapidement des applications par la simple édition de quelques lignes de code, ce qui peut s'apparenter à ce que l'on appelle de l'infrastructure as a code. Docker n'est donc pas une solution de virtualisation. Pour utiliser Docker, il n'est pas nécessaire de posséder du matériel particulier, posséder des technologies particulières de type VTD. Un simple Raspberry Pi permet d'utiliser Docker. Comme Docker ne passe pas par de l'émulation, les performances sont pratiquement natives, ce qui en fait une solution portative et presque universelle, ne nécessitant en fonction des applications que vous allez utiliser que peu de ressources. Également, de par sa nature containerisée, il nous est donc possible sur une même machine d'héberger 10 fois le même service, par exemple 10 serveurs Nextcloud et 10 de ses bases de données, sans que ces installations n'entrent en conflit entre elles. Docker utilise donc des containers pour démarrer des applications. Un container, ça contient en gros un système d'exploitation, l'application voulue et souvent, dans le cas de petits containers, les dépendances applicatives telles que la base de données, le serveur web et ce genre de choses. Au niveau du système d'exploitation, afin d'avoir des containers les plus légers et efficaces possibles, ceux-ci sont généralement réduits au strict minimum en enlevant tous les paquets qui n'ont pas d'utilité directe. Certains containers peuvent donc ne pas contenir d'outils comme par exemple Vi, Nano ou Ping. Dans le cas de plus gros services, les services peuvent être répartis dans plusieurs containers Docker, ce qui rend la gestion de ces dépendances plus fine et aisée. On voit donc qu'un container Docker contient en gros un système d'exploitation et l'application en elle-même. Il y a toutefois quelques subtilités, notamment par exemple le container Nextcloud que nous allons notamment voir dans cette démonstration, où l'application n'est pas directement intégrée dans le container Docker, mais seulement les dépendances nécessaires au fonctionnement. Ce qui en fait un des rares containers où la mise à jour du container en lui-même ne va pas mettre à jour l'application, mais seulement toutes les dépendances. Donc comme on l'a dit, dans cette démonstration, on va s'intéresser à un container Nextcloud. Donc comme on peut voir sur le Docker Hub qui liste la plupart des containers Docker disponibles, on peut voir que pour Nextcloud on obtient plusieurs résultats dont l'image officielle ici que l'on voit avec le petit tag Official Image et une autre ici qui est celle de Linux Server. La différence entre les versions containers d'une même application, même si son impact à l'utilisation est minimal, se trouve donc majoritairement dans la base qui sert à créer le container, le système d'exploitation et sa préparation. Il existe également des applications qui ne possèdent pas de version officielle en container, mais dont les containers sont maintenus soit par délégation ou soit par une personne indépendante de l'éditeur. Donc pour notre démonstration, nous allons utiliser la version Linux Server de l'application Nextcloud. Linux Server ayant une très bonne réputation dans la création et l'entretien de ces containers. L'un des gros avantages des containers Docker, ça va être la possibilité de gérer les versions que l'on souhaite des containers afin soit d'avoir un container qui va toujours être dans sa dernière version, soit de fixer une version à notre container. Et la sélection de cette version ou de ce comportement-là va se faire au travers de l'utilisation de tags. Le tag le plus utilisé et que je vous recommande d'utiliser, c'est le tag latest. La version latest, elle est définie par le mainteneur. Donc il pourrait théoriquement y avoir des cas où la version latest du container ne correspond pas à la dernière version du logiciel
tant que celui-ci n'a pas été mis à jour par le mainteneur. Et l'on peut voir ci-dessous les différents tags avec les différentes versions et les différentes architectures qui sont disponibles. Donc au niveau des architectures, tous les containers ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Donc si vous utilisez Docker sur un Raspberry Pi, contrôlez que les containers que vous souhaitez existent en version ARM notamment. Cette information, elle est normalement donnée sur la page d'information du container, comme on peut le voir ici avec les architectures supportées. Maintenant qu'on a choisi notre service, il faut savoir une chose, c'est que les containers sont volatiles. Ils ne sont pas, de par la nature du fonctionnement de Docker, permanents. Ceci à cause de la possibilité et de la volonté de Docker de scale, autrement dit de créer des ressources au besoin et de les enlever lorsque cela n'est plus nécessaire. Docker permet donc d'utiliser et d'héberger des petits services containerisés, mais il a également et surtout été conçu pour des utilisations de grande dimension. Donc par défaut, et c'est important de le retenir, un container n'aura pas de rétention de données et de configuration. Pour en avoir, il va être nécessaire de savoir quels dossiers doivent être conservés et d'effectuer des configurations de montage de volume sur l'hôte. Ces dossiers sont généralement indiqués par le mainteneur des containers et nous allons voir cela plus tard. Maintenant qu'on a vu un peu qu'est-ce que Docker, qu'est-ce qu'un container, on va procéder à l'installation de Docker. Donc dans notre cas, nous allons installer Docker dans une machine virtuelle Debian sur laquelle je possède un utilisateur qui s'appelle Debian 11. Certains systèmes possèdent des moyens facilités d'installer Docker, soit par le biais de packages ou de raccourcis, mais pour les systèmes sans support de Docker par ce biais, il est possible de l'installer en suivant la documentation officielle ou à l'aide de scripts comme celui-ci qui permet de tout préparer, et c'est cette méthode-là que nous allons utiliser. Donc nous nous trouvons maintenant sur notre machine Debian 11 sur laquelle nous allons installer Docker. Et pour ce faire, nous allons utiliser cette commande afin de télécharger le script d'installation de Docker et de l'exécuter directement. Voilà, une fois Docker installé et pour contrôler sa présence sur un système, on peut utiliser la commande Docker qui doit nous retourner une liste d'informations sur l'utilisation. Si ce n'est pas le cas, un petit contrôle de l'installation est évidemment nécessaire. Dans notre cas ici, ça semble ok, Docker répond. Donc maintenant que Docker est installé, il est important de savoir que Docker va stocker ces données, donc les données des containers que vous allez télécharger, les images de base que vous allez télécharger dans un dossier, ainsi que toutes les configurations sur les containers actuellement configurés et leur configuration. Et toutes ces configurations-là se trouvent dans un dossier de base qu'on appelle le Docker root. Et pour savoir où il se trouve actuellement afin éventuellement d'en faire une sauvegarde, vous pouvez utiliser la commande docker info et d'aller rechercher l'information root tout simplement avec grep. Et on voit que dans notre cas, le docker root directory est dans var lib docker. Donc comment fonctionne un container Docker? Lorsque vous allez exécuter un container Docker, Docker va aller récupérer son image sur le Docker Hub et l'exécuter. Si vous réexécutez un nouveau container, l'image ne sera pas retéléchargée car elle est déjà disponible, mais elle va simplement servir de base à la création du nouveau. De base, un container sans configuration spéciale, il est totalement isolé de l'hôte. Il n'a pas accès au stockage ou au réseau du serveur. Pour la partie réseau, Docker crée son propre sous-réseau sur lequel seront mis tous les containers. Chaque container possède sa propre adresse IP attribuée par Docker aléatoirement. Nous allons voir que cela n'a, dans la plupart des cas, pas d'importance. Donc afin que notre container puisse communiquer avec notre hôte, nous allons devoir passer par un système de montage de dossiers et de NAT pour le réseau. Nous allons donc maintenant démarrer un container. Donc pour ce faire, il existe plusieurs manières de faire, soit en ligne de commande ou soit à l'aide de l'utilisation d'un GUI. Dans notre cas, pour l'exemple, nous allons donc créer notre container de manière identique au travers d'un GUI et en ligne de commande. Personnellement, je vous recommande d'utiliser la ligne de commande pour des containers simples et de la petite gestion de type créer, démarrer, arrêter et supprimer les containers, et le GUI de Portainer pour des modifications et des mises à jour manuelles. Certains systèmes comme Synology proposent un GUI à Docker qui a parfois des limitations. On va donc dans notre cas utiliser un des GUI les plus populaires qui est donc celui de Portainer. Donc dans mon cas, il est déjà installé et démarré, mais si cette partie vous intéresse, une vidéo est disponible à ce sujet et je vous mets évidemment son lien en fiche et en description. Dans la documentation du container qu'on a choisi, on devrait systématiquement y retrouver les informations utiles et importantes à son déploiement, ainsi que généralement un exemple de commande. Concernant celle-ci, il est généralement nécessaire de faire quelques modifications et parfois de compléter selon les envies et les besoins que vous pouvez avoir. Donc, comme d'habitude, dans ce genre de cas, lisez un petit peu la documentation qui vous est fournie. Généralement, si les gens prennent le temps d'écrire des choses, cela vous évitera généralement des problèmes par la suite.
suite. Dans notre cas, la documentation faite par Linux Server, je la trouve assez exemplaire. Il y a généralement une description pour chaque option que vous trouvez et ça c'est vraiment intéressant. Donc dans notre cas, pour démarrer notre container Docker, nous allons récupérer l'exemple qui nous est donné pour démarrer notre container en ligne de commande, donc CLI Command Line Interface. On va donc récupérer ceci et nous en servir comme modèle dans ce notepad et nous allons effectuer les mêmes modifications également du côté de Portainer. Donc la commande de base pour démarrer un container Docker, eh bien, c'est la suivante. Si vous n'êtes pas familier avec la ligne de commande et sur la construction de cette structure, les backslash que vous trouvez en fin de ligne sont tout simplement là afin d'éviter d'avoir une seule longue ligne de commande. Donc ça permet tout simplement un tout petit peu plus de clarté et de structure dans la commande. Donc au niveau de la décomposition de cette commande-là, la première partie, Docker Run, ici, ça va tout simplement indiquer à Docker de démarrer un container. Il existe la possibilité de juste créer le container sans démarrer avec la commande Docker Create. Mais dans ce cas, il sera nécessaire par la suite de démarrer le container. Donc si dans l'exemple donné, pour le container qui vous intéresse, vous trouvez Docker Create, remplacez-la par Docker Run directement. L'option "-d" que l'on voit ici indique de démarrer le container en mode détaché, ou autrement dit un petit peu en mode service. Sans cette option, si on démarrait notre container, on aurait une vue sur son activité, mais dès lors que l'on quitterait, le container s'arrêterait, ce qui n'est pas ce que nous souhaitons. Donc pour toutes vos applications, l'utilisation de l'option "-d", donc détaché, elle est nécessaire. Nous avons ensuite l'option "-name". Cette option, elle n'est parfois pas présente dans les commandes données, elle est pourtant très utile car sans elle, Docker il va attribuer au container un nom composé au hasard. Ce nom, il sera utilisé dans les commandes pour gérer les containers et pour les identifier. Aussi, évitez dans les noms de vos containers de mettre des majuscules, des caractères spéciaux. Et donc à nouveau, si l'option "-name n'est pas présente dans la commande que vous trouvez, n'hésitez pas à l'ajouter afin de lui donner un nom. Viennent ensuite les options d'environnement avec "-e". Donc celle-ci donne des informations au container sur l'environnement dans lequel il évolue. Dans ce cas-là, on voit que l'option "-e, elle demande trois choses. On nous demande un PUID, un PGID et la time zone dans laquelle nous nous trouvons. Donc au niveau des PUID et PGID, celles-ci sont nécessaires pour définir les droits du container. Si on enlève ou qu'on configure mal les droits, le container ne pourra pas démarrer. Ceux-ci sont des identifiants de l'utilisateur et du groupe qui vont servir à démarrer le container. Cet utilisateur doit donc généralement avoir les droits d'écriture sur les dossiers que vous allez utiliser dans votre container. Pour connaître ces valeurs, vous pouvez utiliser la commande ID suivie du nom de votre utilisateur et récupérer les valeurs afin de les utiliser. Donc dans notre cas, notre utilisateur s'appelle Debian11. On va donc utiliser la commande ID Debian11 et nous obtenons ici son UID et son GID. Donc les valeurs de 1000 ici sont correctes étant donné que généralement 1000 c'est le premier utilisateur d'un système. On est donc OK avec ces valeurs là pour le moment. Et si on enlève la time zone, celui-ci ne sera pas forcément sur le bon fuseau horaire. On va changer la time zone pour mettre le fuseau horaire de Paris. Et la partie d'environnement est déjà paramétrée. Dans certains cas, il peut exister d'autres variables d'environnement qui peuvent être ajoutées optionnellement pour définir d'autres choses, et celles-ci sont normalement documentées dans la description du container. Certains containers également ne demandent pas nécessairement cette variable. Nous avons ensuite la configuration du réseau. Grosso modo, nativement, un container peut être accédé de deux manières différentes, soit par mappage réseau, ou en configurant son réseau sur le type hôte, typiquement disponible seulement sur Linux et pas sur Windows. Il existe évidemment d'autres possibilités, mais celles-ci feront éventuellement l'objet d'une autre vidéo, mais la principale c'est celle-là, soit par un mappage réseau, soit en mettant le réseau en type hôte. Donc dans notre cas, nous avons ici un mappage réseau. On voit qu'on va faire correspondre un port d'un côté à un port de l'autre. Pour tous les mappages que nous allons voir également par la suite, nous avons du côté gauche la partie côté hôte, ou autrement dit serveur, et de l'autre côté la partie container. Ici nous avons le port 443 qui sera utilisé sur notre hôte et qui va pointer vers le port 443 à l'intérieur du container. Généralement, le port côté hôte,
à moins qu'il y ait une raison empirique de conserver ce port-là, comme c'est par exemple le cas pour des services très connus type HTTP, HTTPS ou DNS. Pour tous les autres services, type service web, vous allez pouvoir choisir librement le port sur lequel vous souhaiteriez que celui-ci soit disponible. Donc dans notre cas, on va par exemple pouvoir rendre disponible notre Nextcloud sur le port 4443, car il n'y a pas de raison particulière qui font que ça ne marcherait pas. On voit donc déjà ici qu'on aurait la possibilité, dans le cas où on avait plusieurs containers Nextcloud, tout simplement de faire varier le port d'écoute du côté de notre hôte afin de pouvoir héberger par exemple plusieurs instances d'un même service, ou également dans le cas où deux services utilisent le même port, de faire varier celui-ci afin qu'il n'y ait pas de conflit. La deuxième option, qui est le network host, se présente sous cette forme-là. Cette option, elle ne peut pas être présente en même temps que l'option "-p" et vice-versa. C'est vraiment soit l'un soit l'autre. Dans cette configuration, tous les ports du container sont directement exposés sur l'autre sans qu'il soit nécessaire de faire des configurations. Cette option, elle est généralement utilisée dans deux cas de figure selon moi. Dans le cas où au sein du container des broadcasts sont nécessaires, étant donné que le container se trouve normalement sur un sous-réseau, l'option Network Host va le placer sur le même réseau que votre réseau local. Et la deuxième raison, c'est tout simplement si votre container utilise des ports dynamiques, donc des ports qui vont varier en fonction du service, du temps ou de je ne sais quoi. À ce moment-là, on voit qu'on ne pourrait pas faire un mappage qui serait parfois faux. On va donc utiliser l'option "-" network host dans ce genre de cas. L'un des problèmes de faire ça comme ça, c'est tout simplement que vous n'allez pas pouvoir choisir le port sur lequel sera rendu disponible votre service, et que dans les cas où le port est déjà utilisé, vous ne pourrez pas démarrer votre container. Donc dans notre cas, on va laisser notre option de mappage avec le port 4443 et viennent ensuite les options "-v" pour le montage des volumes. Comme on le voit déjà un petit peu, celles-ci elles définissent les dossiers sur l'hôte auxquels le container aura accès. C'est normalement cette partie qui vous assure de ne pas perdre vos configurations et données. Donc si un container ne spécifie pas de volume, ces données lors de la suppression du container seront définitivement perdues. Il faut évidemment vous assurer que ce soit bien le dossier des configurations qui soit monté, mais ça fait généralement partie des choses de base d'un container Docker, mais voilà, ça peut arriver. Donc cette ligne, elle est composée de deux parties, à nouveau comme le port. La première partie, de nouveau, indique le chemin cible côté hôte et doit généralement faire l'objet d'une configuration. Donc, comme on peut voir dans ce cas-là, si je démarrais mon container, il irait chercher un chemin qui s'appelle Path to App Data, qui n'existe pas, qui ne correspond à rien et qui n'est pas bien situé. On va éviter ça en modifiant cette valeur-là. À nouveau, la valeur container, elle ne doit pas être changée, car notre container, lorsqu'il va être démarré, est programmé pour aller écrire toutes ces configurations dans config et toutes ces données dans data. Si l'on modifie ça ici, on n'aura pas la rétention correcte de notre dossier, car notre container va lui continuer à aller écrire dans config, mais ce dossier ne sera pas monté côté hôte. Il peut être également intéressant de savoir qu'il est possible avec l'option "-v de monter un seul fichier en particulier, par exemple un certificat SSL ou un fichier de configuration, mais ce n'est pas notre cas ici, nous allons avoir besoin d'avoir l'accès à des dossiers complets. Et si l'on souhaitait, on pourrait ajouter en fin de ligne l'option "-ro qui va indiquer à Docker que ce dossier est en read-only afin d'éviter qu'il puisse y faire des modifications, mais à nouveau, cette option-là, elle est très rarement utilisée. Dans notre cas, sous Debian, au niveau des chemins, si le chemin que l'on a entré n'existe pas, Docker va automatiquement créer les sous-dossiers nécessaires. Mais ce n'est pas nécessairement le cas de tous les services qui peuvent parfois paniquer si les dossiers n'existent pas. Donc, si votre service démarre mal ou n'écrit pas correctement ses fichiers, vous pouvez éventuellement contrôler qu'il retrouve bien son chemin. À nouveau, n'hésitez pas à modifier la partie côté hôte, mais généralement, il n'est pas nécessaire de modifier la partie côté container. On va éditer à présent le chemin qui ici doit pointer vers le dossier dans lequel on souhaite que Docker mette ses données et les données de notre application. Donc dans ce cas-là, c'est un peu spécial et ce n'est pas exemplaire. Je vais le placer dans le dossier Home, mais généralement dans votre cas, ça ne viendra pas dans votre dossier Home évidemment, mais plutôt dans un dossier qui est protégé et sur lequel vous avez un petit peu d'espace pour stocker vos données. Pour le volume de configuration, on va donc lui dire d'aller se placer dans Home Debian 11. On va y créer un sous-dossier Docker, puis un sous-dossier Nextcloud. De même pour les données, on va aller se placer également dans Home Debian 11, mais cette fois-ci, on va aller dans Docker Data et Nextcloud.
Nous avons ensuite la configuration du comportement du container. Donc dans ce cas-là, moi je vous recommande d'utiliser la valeur unless stopped qui va indiquer de redémarrer le container automatiquement à moins que vous l'ayez manuellement arrêté. Il y a d'autres possibilités, mais je vous invite à aller lire la documentation à leur sujet si cela vous intéresse. Mais d'une manière générale, unless stopped fera très bien l'affaire. Donc si vous avez une autre option de restart dans les commandes que vous trouvez, je vous recommande de changer always qui est généralement paramétré par unless stopped. De cette manière, si vous arrêtez un container, il ne redémarrera pas de manière impromptue. Ensuite, la dernière configuration, elle indique tout simplement dans quel repository se trouve notre container, le maintainer et l'application que l'on souhaite. Si en fin de ligne aucune version n'est spécifiée, le tag latest est utilisé. Donc dans notre cas, notre ligne actuellement correspond également à ceci, donc latest. Et si l'on souhaitait, on pourrait venir ici spécifier une version que l'on a trouvée avant sur le Docker Hub, par exemple la version 23.0. Dans notre cas, comme on l'a déjà dit, je vous recommande tout simplement de laisser la version latest. Il n'est généralement pas nécessaire de fixer une version particulière. Donc maintenant que nous avons passé en revue toutes les options principales, on va démarrer notre container et je vais également bien vous montrer comment et on va effectuer le démarrage tout simplement de deux containers Nextcloud, l'un avec la ligne de commande et l'autre avec Portainer. Donc pour la partie ligne de commande, nous allons conserver toute la première partie qui, comme on l'a vu, est tout à fait juste. Pour créer notre container sur Portainer, nous allons tout d'abord devoir ajouter un repository car le repository lscr.io ici n'est pas par défaut. On va donc venir dans Portainer, on va venir dans les registres, on va venir en ajouter un. Et on va tout simplement venir ajouter lscr.io. Maintenant que c'est fait, on peut venir sur les containers, ajouter un container et venir ici choisir notre registre lscr.io. Donc au niveau du nom du container, deux containers ne peuvent pas avoir le même nom. Donc si je veux démarrer deux containers Nextcloud, je vais devoir lui donner un nom différent. Donc dans ce cas-là, on va l'appeler Nextcloud 2. L'image ici, il va évidemment s'agir de Linux Server /Nextcloud. Donc on voit ici que la structure se retrouve entre les deux. On a ici l'option Always pull the image, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur déployer le container, il va aller télécharger la version que l'on a spécifiée ici. Dans ce cas-là, la latest, mais évidemment, si on avait fixé la version de l'image que l'on souhaite comme cela, eh bien cela n'aurait aucune incidence. Dans notre cas, nous allons évidemment laisser à nouveau libre comme cela afin de télécharger la dernière version et nous allons venir ici ajouter les ports de notre hôte. Donc on voit ici qu'il est important de savoir à quoi correspond quoi, car dans ce cas-là, nous n'avons pas de précision sur qu'est-ce qui doit être mis et qu'est-ce qui peut être utilisé. Dans ce cas-là, côté hôte, nous avions utilisé précédemment le port 4443. Si je réutilisais ce port-là, j'aurais des problèmes car le port serait déjà utilisé par un autre service. On va donc utiliser un port différent et nous allons à nouveau pointer cette fois-ci par contre tout à fait de la même manière sur le port 443 de notre container. Nous avons ensuite en dessous toutes les autres options de notre container et nous n'allons voir maintenant que celles qui sont absolument nécessaires pour nous. Donc tout d'abord les volumes, on va devoir venir ajouter un nouveau volume et ici on va faire un bind, autrement dit un montage entre le container et notre hôte. Ici la logique elle est un tout petit peu contraire, il met le volume du container en premier et l'hôte en deuxième, alors qu'en ligne de commande c'est l'inverse, donc faites peut-être attention à ne pas vous mélanger les pinceaux. Donc dans notre cas côté hôte, on va utiliser un chemin à nouveau différent, s'agissant d'un container différent, on va le nommer Nextcloud 2 dans ce cas-là, afin qu'il n'y ait pas conflit, que les deux containers n'aient pas écrire au même endroit. Et de nouveau côté container, cela correspond à /config et nous allons encore ajouter un bind, cette fois-ci du dossier /data, qui va aller pointer vers notre dossier data, mais pour Nextcloud 2. Donc nous sommes à présent bons, nous avons configuré notre port, nos volumes, notre image. Il nous reste à faire la politique de redémarrage et les variables d'environnement que l'on a là. Et celle-ci se trouve tout simplement dans environnement. On va pouvoir venir ajouter une variable. Ici on nous demande le nom de la variable, dans notre cas PUID, on va lui mettre la valeur 1000, PGID, la valeur 1000, et puis la time zone qui est Europe Paris.
Et en tout dernier, la politique de restart où nous allons mettre, comme on l'a vu avant, unless stopped. Donc à présent, notre container est prêt à être démarré ici et il est également prêt à être démarré là. Je vais donc copier cette commande et nous allons déployer nos deux containers. Donc tout d'abord, nous allons le déployer en ligne de commande. Donc on voit ici que l'image elle est téléchargée et elle est exécutée. On n'a pas eu d'erreur. Si vous avez une erreur, prenez le temps de lire ce qu'elle vous dit. C'est généralement intéressant, mais il peut s'agir soit d'un nom déjà utilisé, d'un container déjà existant, ou alors généralement un conflit de port. Ça va être un peu les deux erreurs que vous risquez de rencontrer le plus souvent en démarrant plusieurs containers. Donc maintenant que notre container est démarré, notre Nextcloud entre guillemets 1, on va démarrer notre Nextcloud 2. Et voilà, et donc on peut voir ici dans Portainer que nous avons nos deux Nextcloud qui sont en fonction. Si l'on vient revoir dans notre arborescence au niveau de notre SFP, que je fais une petite actualisation, on voit que Docker a créé les deux dossiers que l'on avait spécifiés auparavant. Si l'on va dans Docker, on a donc nos deux dossiers Nextcloud 2 et Nextcloud tout court, et il en va de même dans Docker Data avec nos deux Nextcloud qui sont en attente. Donc la première chose que je fais lorsqu'un container a démarré, c'est d'aller m'assurer qu'il a bien écrit ses données et qu'il les a écrites au bon endroit. S'il ne parvient pas à écrire, évidemment, il peut y avoir un souci de droit, mais c'est aussi peut-être que l'on a fait une petite faute dans le chemin et qu'il est tout simplement en train d'aller écrire dans un endroit qu'on ne souhaite pas, ce qui peut parfois être problématique. Par exemple, si vous allez utiliser beaucoup de données, par exemple pour faire du téléchargement, vous satureriez rapidement le disque système et c'est évidemment pas souhaitable. Première chose à faire pour moi, venir contrôler que vos containers écrivent bien et au bon endroit. Donc à présent, nos deux containers doivent être disponibles à l'adresse IP et au port qu'on a spécifié. S'agissant du port 443, on va se trouver en HTTPS. J'utilise l'adresse IP de ma machine virtuelle Debian qui est à l'adresse 10.0.0.102 et je vais spécifier le port 4443 qui correspond à notre premier Nextcloud et on voit que l'on arrive tout à fait sur son interface et de même si je vais sur le port 5443 j'ai Nextcloud 2 cette fois-ci qui est à disposition. Donc on voit que nos deux containers ont bien démarré et si je crée un utilisateur admin et de même sur l'autre, mes deux containers s'initialisent directement, correctement. Donc maintenant on va voir quelques commandes utiles pour utiliser Docker et la première selon moi est la plus utile au début quand on commence à utiliser Docker, ça va être la commande qui permet d'aller voir les logs car si vous avez des soucis avec votre application, c'est la première chose que vous allez avoir envie de voir. Donc pour cela venez utiliser Docker Logs -f et entrez le nom de votre container, dans notre cas Nextcloud. Nous obtenons donc ici le log de démarrage du container et on peut voir que les services ont bien démarré. Donc si votre container ne démarre pas correctement, venez voir ces logs, venez voir pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas. Ce sera là que vous trouverez toutes les informations que vous voulez. La deuxième chose intéressante avec Docker, c'est qu'il va être possible d'interagir avec un container. Les commandes que je trouve les plus intéressantes sont celles-ci. La première que je trouve la plus utile sont Docker afin de faire appel au service de Docker, exec afin de dire qu'on veut exécuter quelque chose. On va y ajouter l'option -it pour interactif afin de pouvoir interagir directement dans notre container. On va indiquer à Docker sur quel container on souhaite faire ça, donc dans notre cas le container Nextcloud. On voit donc à nouveau ici l'importance de nommer correctement ces containers Docker et on va dire à Docker qu'on veut faire du bash dans notre container. Et nous y voilà, nous sommes connectés donc dans notre container Docker Nextcloud, on peut voir toute son arborescence. On voit ici qu'on a un dossier /config et si on vient se placer dedans et qu'on fait une liste des fichiers, on voit que l'on retrouve exactement ce que nous avons dans notre dossier Docker, Nextcloud. Donc on voit que du point de vue du container, le contenu de /config correspond à ce que nous avons dans /home/debian11. Il est également possible, du coup, une fois que nous sommes connectés ainsi, d'entrer des commandes afin d'éventuellement débugger ou contrôler quelque chose. Par exemple, pour vérifier si on arrive bien à accéder à Internet ou vérifier encore que notre résolution DNS marche correctement.
Une fois qu'on a terminé d'effectuer nos tests, on peut tout simplement faire exit pour sortir de notre container et nous sommes de retour sur notre machine Debian 11. Donc toutes les options qu'on vient de voir, elles sont également disponibles du côté de Portainer. À la fois les logs que l'on peut trouver ici, on a la possibilité sur notre container directement d'afficher les logs de celui-ci, mais également de se connecter en console afin de directement interagir dans notre container comme on peut le faire en ligne de commande. Il est également possible d'exécuter des commandes directement dans le container sans que cela se fasse de manière interactive. Pour cela, on va à nouveau utiliser la commande docker exec sans la partie IT qui était donc la partie interactive. On va à nouveau indiquer sur quel container on souhaite exécuter cette commande, donc dans ce cas-là Nextcloud, et on va demander à notre container de faire un ping sur 8.8.8.8. Voilà, on exécute donc la commande ping depuis notre container Docker directement depuis notre VM Debian. Et si l'on interrompt, nous sommes directement de retour sur Debian 11. Évidemment, pour exécuter ce genre de commande, il est nécessaire que l'outil que vous allez utiliser soit disponible dans le container, car comme on a dit au tout début de cette vidéo, les containers sont généralement réduits au strict minimum et il se peut que certaines binaries ne soient pas disponibles. Ensuite, il est possible de contrôler les containers. Donc pour cela, on va de nouveau faire un appel à Docker, mais on va lui dire de stopper, par exemple, notre container Nextcloud. Et si je fais ça, mon container Nextcloud ici n'est plus disponible et on voit sur Portainer que mon container s'est arrêté. Je peux également évidemment le démarrer à nouveau et à ce moment-là mon service redémarre et je peux me reconnecter à mon Nextcloud et sur Portainer on voit que mon container a redémarré. On parlait avant également de la volatilité des containers et de l'importance d'avoir de la rétention des données à l'aide des volumes montés. On va expérimenter ça maintenant en supprimant notre container et en le redémarrant afin de voir un petit peu comment ça se comporte. Donc on va arrêter notre container Nextcloud, ce qui est nécessaire avant de pouvoir le supprimer à l'aide de la commande docker stop Nextcloud. Maintenant que celui-ci est arrêté, à nouveau, je n'ai plus accès à son interface web qui se trouve là. Par contre, évidemment, l'autre container Nextcloud répond lui tout à fait correctement. On va ensuite venir tout simplement supprimer notre container à l'aide de la commande rm. Donc à partir de là, ce container au niveau de Portainer et de Docker n'existe plus. Il n'est plus là. Donc on peut voir ici que nous n'avons plus que Nextcloud 2 et Portainer que j'utilise actuellement. Et donc si je souhaite récupérer mon container Nextcloud, je vais tout simplement devoir le redémarrer à nouveau, mais en utilisant bien, les mêmes paramètres de montage et de configuration que je l'avais fait auparavant. Donc si par exemple j'avais déplacé mes fichiers de configuration, je peux supprimer mon container, le faire repointer vers les dossiers corrects et venir à nouveau redémarrer mon container et celui-ci en une fraction de seconde serait à nouveau disponible. Donc à la fois du côté de Portainer, mais à nouveau comme si rien ne s'était passé du côté de l'interface et de ses configurations. Une des dernières commandes que je trouve intéressante, c'est la commande docker stat-all qui va permettre d'afficher tous les containers actuellement en fonction et leur activité. Donc on retrouve ici nos containers, leur activité, l'utilisation de mémoire qu'ils ont, l'utilisation CPU, l'utilisation au niveau du réseau et de l'activité du disque. Et dans le cas où un de ces containers est arrêté, par exemple si l'on arrête notre container Nextcloud 2, on va voir que celui-ci ne fera plus l'objet d'aucune activité mais sera toujours listé ici. On voit qu'il est totalement arrêté mais qu'il est toujours présent. Maintenant, comment est-ce que l'on peut mettre à jour un container ? La mise à jour d'un container, comme on l'a rapidement dit avant, ça consiste à télécharger la dernière version du container avec le tag latest en l'occurrence, ou en spécifiant une version plus élevée si l'on souhaite, à supprimer le container et à le recréer avec des configurations identiques aux précédentes. À peu près de la même manière que nous avons avant arrêté, supprimé et recréer notre container, on ajoute tout simplement une petite intervention intermédiaire qui consiste à télécharger la dernière version du dit container. Maintenant, pour effectuer cela de manière moins fastidieuse, je vous conseille les deux solutions suivantes. Pour effectuer ça manuellement, donc depuis Portainer, venez tout simplement sélectionner le container que vous souhaitez mettre à jour,
venez l'éditer et venez tout simplement vous assurer que l'option Always Spell the Image ici est correctement cochée. Donc c'est elle qui va venir télécharger la dernière version, la test, rien ne se fait automatiquement, et venez faire déployer le container. Et là on voit que Portainer nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit qu'un container avec le même nom existe déjà. Portainer peut automatiquement le supprimer et le recréer. Voulez-vous le remplacer? Et à ce moment-là on va dire oui. Et de nouveau on voit là l'importance de la rétention des données. Si je faisais remplacer et que je n'avais pas configuré de rétention, eh bien toutes les données que j'avais dans mon container précédent seraient tout simplement supprimées. Voilà, notre container se redéploie. Dans ce cas-là, ça va relativement vite étant donné que l'image n'a pas changé depuis le moment où je l'ai installé et notre container est recréé sur cette nouvelle base qui vient d'être obtenue. La deuxième option, si vous souhaitez automatiser ce processus pour un, plusieurs ou tous vos containers, eh bien je vous recommande Watchtower pour lequel j'ai déjà fait une vidéo et que vous trouverez à nouveau en description et en fiche. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est nous avons des containers avec des configurations, comment pouvons-nous faire pour sauvegarder ces containers? Donc si vous souhaitez sauvegarder les configurations de un ou plusieurs containers, donc au-delà des outils de sauvegarde que peuvent vous proposer les systèmes de virtualisation modernes, il est tout simplement possible de sauvegarder les configurations simplement en copiant et en mettant en lusure les données des dossiers de configuration et de données des containers. Donc dans notre cas, on viendrait tout simplement effectuer une sauvegarde de ces deux dossiers et à ce moment-là, toutes les configurations et les données de nos containers seraient mises en lieu sûr. Et dans le cas où l'on cherche à restaurer toutes les configurations de Docker, donc dans le cas où on a eu une perte totale de la machine, il sera à ce moment-là nécessaire d'avoir sauvegardé les configurations Docker root dont on a parlé avant, afin que toutes les configurations, paramètres et données de Docker soient rendues à nouveau disponibles. Concernant la restauration, quant à elle, elle consistera à remettre toutes les données où l'on souhaite et si nécessaire à reconfigurer les containers afin que les chemins correspondent à nouveau. Donc voilà, c'est tout pour cette petite introduction à Docker. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris quelque chose si vous débutez avec Docker. Dans tous les cas, si ça vous a plu, pensez à mettre un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner. Pensez à passer rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.